Et pour les news de la semaine, je le disais, on va démarrer en Colombie, pas forcément pour de bonnes choses. C'est un peu terrible parce que même quand on est avec Pierre, on va souvent en Colombie pour pas forcément les bonnes raisons. Ben là, on va être obligé de ne pas y aller pour les bonnes raisons parce que il s'est passé des choses. On a vécu entre guillemets une nouvelle semaine noire pour le football en Colombie. Jeudi soir, l'Atlético Nacional accueillait Junior de Barranquilla, deux grosses équipes, hein, deux géants qui sont pour l'instant à peu près, allez, mi-tableau, première partie de tableau. Je peux vous montrer le classement. Euh, je vais vous montrer le classement, même si vous allez voir, il a pas grand-chose. Il veut pas dire grand-chose parce que vous le voyez. Hein, si j'espère que vous le voyez, faut avoir de bons yeux. Mais concrètement, voilà, il y a des équipes qui ont joué, il y a des équipes qui ont joué 12 matchs, d'autres qui en ont joué 9, donc c'est assez difficile à lire. Bref, tout ça pour dire que ces deux équipes-là, l'Atlético Nacional et Junior, s'affrontaient à l'Atanasio Girardot. Le match se déroulait somme toute assez normalement, jusqu'à un deuxième but inscrit par l'Atlético Nacional à la 54e minute par Marino Inestrosa. C'est donc le but du 2-0 et c'est le but qui a ouvert les portes de l'enfer. Je vais vous montrer des images. Si vous regardez si vous écoutez les replays en podcast, je vous invite à aller voir si vous voulez voir les images du côté de YouTube. Les images, les voici. C'est parmi les images et c'est parmi les plus soft, c'est juste des images de loin. On va y aller mollo. Vous le voyez, il y a d'énormes mouvements de foule du côté du parcage visiteur, entre guillemets, que vous voyez, Junior est en rouge et blanc, l'Atlético Nacional qui joue chez lui est en vert et blanc. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous pouvez identifier, vous voyez qu'il y a un énorme mouvement de foule, vous allez même voir des gens se jeter du haut de la tribune vers les tribunes inférieures, voilà, vous en voyez quelques-uns. Et donc, vous en doutez, forcément, il y a eu d'énormes bagarres qui ont eu lieu durant ce match, qui ont éclaté dans la tribune nord de l'Atanasio Girardot, donc entre des supporters de Junior et des supporters de l'Atlético Nacional. Alors, ça va être difficile pour l'instant de dire qui a commencé, qui a fait quoi. Ce que l'on sait, c'est que des supporters de Junior auraient volé des drapeaux de l'Atlético Nacional. Ça s'est chauffé un petit peu avant et le but a mis véritablement le feu aux poudres. On va pas entrer dans le débat de savoir qui a commencé, qui est responsable dans les supporters. Vous avez vu certaines choses, j'espère que vous les avez notées. Au pire, je vous remontrerai les images qui sont importantes à noter. On y reviendra un petit peu plus tard. On va juste regarder du côté des conséquences pour l'instant. Le bilan, l'un des bilans, les derniers bilans que l'on a vu passer, 25 blessés, 3 dans un état grave quand même. Une bagarre qui s'est prolongée, vous l'avez vu, tout au long de la tribune et qui s'est même poursuivie sur le terrain. On a vu des images absolument terribles. Je vais vous passer les images. Enfin, on va s'en passer de ces images-là, je ne vais pas vous les mettre. Il y a des images d'une extrême violence. On a vu par exemple des joueurs de Junior en train de sauver, entre guillemets, un supporter qui était en train d'être passé à tabac, carrément sur le terrain par des supporters de l'Atlético Nacional. Donc je vais vous faire grâce de ces images-là. Elles sont violentes, vous les trouverez si vous avez envie de les voir, vous les trouverez sur les différents réseaux sociaux. Et tout cela forcément arrive dans un contexte un petit peu particulier avec une recrudescence de la violence autour du football en Colombie. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas remonter jusqu'à ce qui s'était passé lors de la Copa América et du fameux match entre la Colombie et l'Uruguay. On s'en souvient tous, on sait tous ce que ça avait induit derrière. On se souvient aussi, par exemple, des conférences de presse de Marcelo Bielsa à ce sujet-là. On y reviendra. Je fais juste un break pour saluer Gros 1980 et Isanoé qui viennent d'arriver. Donc, on va pas remonter jusqu'à la Copa América avec des supporters colombiens impliqués là-dedans. Juste sur les 15 derniers jours, à peu près, enfin, on va dire sur le dernier mois, il y a un contexte très très lourd. On a vu par exemple la rencontre entre le Deportivo Cali et la Equidad être totalement, enfin la diffusion de cette rencontre être suspendue par le diffuseur officiel Winsport parce que pour une raison, vous le voyez ici, leurs techniciens ont été agressés par des supporters durant le match et donc ils ont coupé la transmission, ils ont tout arrêté parce que voilà, et vous le voyez, ils ont coupé la diffusion à partir de la 70e minute de jeu. Pour les sanctions sportives, Red, on va en parler dans un instant. Tu vas voir, je fais une petite mise en contexte et on va replonger sur ce qui s'est passé à l'Atanasio Girardot. Bref, tout ça pour dire
Cette retransmission, c'était lors de la 11e journée de Liga Betplay, hein, ça s'appelle Liga Betplay, du nom d'un sponsor qui est un site de paris sportif. Bref, arrêté à la 70e minute entre le Deportivo Cali et la Equidad. D'ailleurs, la situation à Cali est assez chaude. On a vu par exemple un joueur du Deportivo Cali publier une sorte de communiqué, Andrés Andrade, vous le voyez, qui date du 20 septembre, hein, c'est pas vieux, hein, ça a 10 jours, hein, concrètement. Où il a expliqué que, bah, voilà, il a expliqué à quel point le contexte était lourd en ce moment, du côté du Deportivo Cali, et il explique par exemple, qu'ils sont victimes d'agressions, directes ou indirectes, et il y a des gens qui insistent à la violence contre lui et les membres de sa famille. Donc vous voyez, c'est quand même très, 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 très lourd, d'autant qu'il y a eu donc ces débordements et tout. Il y a eu des réactions, hein, du côté de Cali. On a vu le président, notamment du Deportivo Cali, qui a pris la décision comment dirais-je, de fermer la tribune, de fermer les tribunes dans lesquelles il y a eu des soucis, et annoncer la suspension pour 3 ans des supporters qui étaient impliqués, qui étaient identifiés dans les débordements. Bon courage à lui. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un contexte un petit peu violent dans le paysage footballistique colombien. On va pas dire que c'est entièrement uniquement lié au football, juste pour vous dire, hein, il y a quand même un facteur social, c'est assez pesant pour le moment en Colombie. Il y a différentes études, différentes publications qui sont sorties. On a vu par exemple 36% d'augmentation du nombre de groupes armés en Colombie au premier trimestre 2024, près de 272 épisodes de violence. La Croix-Rouge elle-même a alerté, a publié un rapport, je vous mettrai le lien si vous le voulez dans la description, sur la situation, hein, une situation qui empire dans certaines régions. Vous verrez, c'est quand même assez terrifiant, les chiffres des victimes de différentes exactions. Mais bon, on n'est pas là pour faire une analyse sociologique, c'est pas le débat, ça demanderait beaucoup de temps, ça demanderait des intervenants aussi qui sont impliqués là-dedans. Et là, pour le coup, on n'est pas dans ces causes-là. On va juste regarder un petit peu, on va revenir au football, et on va voir qu'il y a quand même d'autres gros soucis qui se posent autour de ce qui s'est passé à l'Atanasio Girardot. Alors si je ne vous montre pas certaines images que j'ai dit d'une violence extrême, c'est parce qu'il y a certaines images qui font quand même terriblement peur, et je vais juste vous montrer quelques photos. Rassurez-vous, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence, il y a juste que lors de ces débordements qui ont donc forcément tous été filmés, on a vu ce genre de personnes dans les tribunes, et si vous regardez bien le personnage central de cette photo, vous verrez qu'il a un couteau dans la main. Et on en a vu plusieurs avec des couteaux dans les mains. Vous avez ce garçon-là, qui même est en train probablement de mettre un coup, et vous avez ce garçon-là. D'ailleurs, ce garçon-là, il y a d'autres images où on le voit étalé au sol plusieurs minutes plus tard. Bref, c'est un autre débat, mais vous voyez donc que des gens sont entrés dans le stade avec des couteaux. Certains témoins parlent de machettes, etc., etc. Bon, on n'a pas d'image là-dessus, mais bon, voilà. Vous voyez qu'il y a des armes blanches qui sont entrées dans le stade. Voilà, ils viennent au stade avec des couteaux. Oui. Bonsoir à toi, Rodolphe. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Et qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs témoins interrogés justement dans la presse colombienne, ont insisté sur un souci qui s'est posé à l'entrée du stade. Ce souci, c'est qu'il n'y a pas de fouille. Il y a juste absolument pas de fouille, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'encadrement. Et si vous avez bien fait attention aux images, alors je peux vous les remontrer brièvement. Regardez bien, je ne sais pas si vous verrez bien. La sécurité autour du parcage visiteur, c'est une corde et 3-4 stadiers. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de force qui sépare les gens les uns des autres. Tranquillou, c'est pour couper des sandwichs, probablement. Mais ça pose donc un problème là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fouille au stade et il n'y a pas d'encadrement des supporters adverses. Alors forcément, on en arrive à une grande question qui est de savoir qui va être responsable de tout ce qu'il s'est passé là. Parce que forcément, si on laisse n'importe qui entrer dans un stade et qu'on laisse des gens entrer dans un stade avec des armes, avec des couteaux, hein, voilà, hein, je vous remets l'image, elle est quand même terrifiante. On sait jusqu'où ça peut aller, surtout qu'on sait que on peut avoir des gens très particuliers dans le stade. Ouais, ça fait vraiment froid dans le dos, on est d'accord. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même comme un petit soupçon de scandale dans cette histoire. Entre les bagarres, les mouvements de foule et les agressions, il peut y avoir des morts. Exactement. Les responsables, c'est les autorités. Ben justement, la grande question, c'est de savoir qui sont les responsables
Et forcément, on se tourne en premier lieu vers la Dimayor et vers son président, Fernando Jaramillo. Ce dernier, on va s'en tourner aussi vers les clubs, hein, on va en parler dans un instant. Alors, ce cher Fernando, vous allez voir qu'on est dans une guerre de posture et de prise de position. Ce dernier a déclaré que c'était inadmissible de voir ce type de scène, qu'il fallait travailler sur des mesures préventives. Et parmi les mesures et préventives auxquelles il a pensé à la suite de ces débordements, c'est peut-être mettre en place des systèmes de détection de métaux dans les stades. On rappelle qu'il y a plusieurs années, ils ont parlé de mettre des sortes de fan ID comme l'on voit dans certains pays, c'est-à-dire que chaque place est nominative avec, je crois que c'est le cas par exemple au Mexique où chaque visage est scanné et est reconnu. Rajouter un quatrième stadier, peut-être aussi, Rodolphe. Bref, il veut travailler sur des mesures préventives. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a quand même donc cette réaction de Fernando Jaramillo. On a aussi et une deuxième corde probablement, et on a aussi la réponse officielle de la Dimayor, forcément. Alors la Dimayor, elle a commencé par publier un tweet dans lequel il est écrit en espagnol, mais je vais vous le traduire brièvement. Ils informent d'abord que la partie entre l'Atlético Nacional et Junior a été suspendue pour faute de garantie de sécurité, pour faute de sécurité, et que forcément la Dimayor répudie, rejette catégoriquement les actes de violence qui peuvent toucher la fête qu'est la fête du football, que les stades, les enceintes sportives de notre pays doivent être dans une atmosphère saine et conviviale. Bref, donc ils appellent tous les supporters à ce qu'ils vivent la fête du football dans la paix. Bref, au Mexique, j'y étais, le scannage du visage, c'est pas ça. Non, mais il a été mis en place. Et en Colombie, on en avait parlé il y a quelques années. Il y a encore des choses, mais bon, voilà. La police colombienne, tu fais bien de poser la question. On a eu une réponse, une vidéo du ministre des Sports, de la ministre des Sports colombienne. Je vais vous en faire grâce aussi parce que c'est juste de la posture. Elle appelle tout le monde à faire la paix, à dire que voilà, c'est pas bien, c'est méchant, c'est pas bien, et qu'on va travailler avec les autorités pour y remédier. Voilà. En gros, ils vont attendre qu'il y ait véritablement des morts. Enfin bon, en gros, ils font rien. Et on va revenir sur la Dimayor parce que c'est quand même, vous allez voir. Réaction de la Dimayor pour la journée suivante, ils ont lancé leur première action qui a fait suite à ces débordements. Ça a été de mettre en place une campagne no más, porque somos más, plus jamais parce que nous sommes bien plus que ça. Donc une campagne d'appel à la paix avec une mesure phare qui a été indiquée sur leur communiqué officiel à ce moment-là. Les capitaines des équipes allaient entrer lors de la journée suivante, donc celle qui est en train de se terminer. Je crois qu'elle est en train de se terminer. Elle s'est terminée ou elle est en train de se terminer. Elle se termine ce soir. Les capitaines vont pénétrer sur la pelouse avec le maillot de l'adversaire. Oui, portant le maillot de l'adversaire. Le but, c'est, je cite, pour un maillot, il ne peut y avoir des blessés et des morts dans un espace de joie et de paix qu'est le football. Voilà. On aurait envie de rigoler si ce n'était pas grave. Mais voilà, pour l'instant, voilà ce que fait la Dimayor. Voilà la première réaction de la Dimayor. Vous voyez, ça donne ce type d'image. Vous voyez ici Dario Moreno avec l'Once Caldas qui porte le maillot du DIM. Voilà, d'Independiente Medellín à l'occasion du match. Voilà, c'est magnifique. C'est véritablement avec cela que, exactement comme le dit Al-Rami, que ça va tout changer. J'ai l'impression que tout le monde a peur de se mouiller. C'est presque à celui qui va prendre la patate chaude. Exactement, Nostromo. Bonsoir à Aldecool qui vient d'arriver dans le chat. Et donc ça, c'est la réaction de la Dimayor. On verra s'il y a d'autres choses. Maintenant, il y a la réaction des clubs, forcément. Alors, pour Junior, on va aller vite. Ils ont perdu leur 5G entre le deuxième but et hier matin, à peu près. Avant-hier. Donc, ils ont 24 heures où ils n'ont plus de réseau. Voilà. Et donc, on est passé de la fin du match à ça. Donc voilà, concrètement, il s'est rien passé. Réaction, elle découle au débordement qu'il y a eu en Colombie entre Atlético Nacional et Junior. Donc, Junior, pas de réseau. Donc, pas de réaction officielle. Et donc, forcément, l'Atlético Nacional, lui, a réagi en publiant un communiqué. Alors, là aussi, si vous avez les images, il n'est pas forcément facile à lire, mais très honnêtement,
il y a rien à lire. On va le dire clairement, il y a absolument, rien d'intéressant à lire. Il est vide, hein, ce communiqué. En gros, l'Atlético Nacional nous explique, qu'ils font tout pour trouver des solutions, pour chercher des solutions, et ils rappellent qu'ils ont un programme, hein, un programme pour rendre le football un peu plus convivial et machin, et plus familial justement, puisque c'est un programme qui permet aux familles et aux enfants d'aller dans le stade. Voilà. En gros, c'est du blabla et il y a rien du tout et forcément, ils condamnent la violence, ils condamnent ci et ils font tout ce qu'il faut. Voilà, c'est comme dit Nostromo, circuler, il y a rien à voir, une magnifique page remplie de vide, exactement comme quoi vous voyez que le vide parfois peut être plein. Bref, vous avez 2 heures. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est tout de suite passé à la suite, hein. On a continué de jouer, on est reparti comme en avant. Il y avait eu des rumeurs comme quoi est-ce que bon, il serait peut-être pas temps de suspendre un petit peu le championnat, là, ça devient franchement violent. Il va falloir faire quelque chose. Je le disais, Cali, les débordements dans les tribunes. Bon, eh bien, non. Fernando Jaramillo, lui, avait bien précisé que non, non, on ne suspendrait pas le championnat. Par contre, le match, lui, il est terminé. Et on va en revenir à cette question de savoir justement qui peut, qu'est-ce qui peut se passer derrière. Parce que le match est officiellement terminé. Je rappelle qu'il y avait 2-0 pour l'Atlético Nacional, qu'il est arrêté peu avant l'heure de jeu, donc il restait une bonne demi-heure à jouer. Et donc forcément, on se tourne vers les règlements. Parce que la grande question maintenant est de savoir, comme le match est terminé, qui va prendre 3 points dans l'histoire. Vous voyez le truc? On est dans de la politique, hein. Donc voilà. Je ne pense pas que la suspension soit une idée. Non, mais après, tu vas voir, il y a eu une réaction, une action concrète qui a été menée par le maire de Medellín. On va en parler dans un instant. Mais je suis pas sûr que ça soit la bonne idée non plus. Mais bon, bref. Le truc, c'est qu'en fait, dans l'histoire, personne n'est responsable et tout le monde s'en lave les mains. Le communiqué de l'Atlético Nacional, c'est juste, tranquille, on se lave les mains. Nous, on a des campagnes de paix. C'est vachement rude ce qui s'est passé. Et puis voilà. Bref, tout ça pour dire, tout le monde est en train de regarder le règlement. Et vous allez voir que c'est pour ça que certains n'ont pas de réseau et que certains autres essayent de se montrer patte blanche. Sur le règlement, les sanctions sont prévues contre le club local s'il ne peut garantir la sécurité dans son stade. Et normalement, si un match est arrêté faute de sécurité, donc qui est à la charge du club local, je ne sais pas si ça vous rappelle pas un certain River Boca en finale de Libertadores, normalement, ce club-là doit perdre 3-0 sur le papier et peut récupérer déjà des amendes et ensuite une perte de points en championnat. Et donc l'enjeu est là. On est en train de se battre pour savoir qui est responsable. Et vous comprenez que du coup, personne ne l'est. Et ça va être très compliqué de trouver des responsables à cela. La seule chose que l'on peut dire par rapport à cette histoire-là, je vais vous remettre les images une dernière fois et puis on va conclure cette partie sur ces images-là. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le maire de Medellín, donc Federico Gutiérrez, lui, a pris des décisions, et une décision, il a annoncé la fermeture du stade, donc huis clos pour les 2 prochains matchs, et surtout, il ferme ses frontières, comme il l'a dit, il interdit totalement les déplacements de supporters adverses jusqu'à la fin de l'année et pour toute l'année 2025. Concrètement, il n'y aura plus de supporters visiteurs qui vont aller dans les stades de Medellín à partir de maintenant. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions, mais voilà, c'est-à-dire que quand personne n'est responsable et quand personne ne met les choses en place pour que ça se passe bien, parce que franchement, on a vu qu'il y a d'énormes défaillances dans cette histoire, eh bien, on finit par taper sur l'ensemble des supporters. Y a-t-il une recrudescence des violences autour du foot en Amérique du Sud ou c'est juste plus médiatisé? Il y a des zones où ça remonte un petit peu en termes de violence, elle découle. Voilà, ça fait un peu le yo-yo, c'est pas plus médiatisé qu'avant, parce que là, j'ai montré des photos, hein, avec des gens dans les tribunes qui ont des couteaux et tout. On a des photos des classes notamment du côté de Rosario où on voyait des gens avec des machettes, hein, dans les années, 90, début des années 2000. Donc voilà. Le fait est que telle est pour l'instant la seule solution et on imagine que ça sera la seule solution qui sera prise, hein, c'est-à-dire qu'ils vont fermer, et c'est les pouvoirs locaux, c'est-à-dire que ni la DIMAYOR ni les clubs ne vont faire quoi que ce soit. Comme ça, personne ne va chercher trouver de moyens pour régler les potentiels problèmes ou pour les diminuer. Et donc, pour paraphraser Bielsa, hein, je parlais des événements de Colombie-Uruguay, et ben pour paraphraser Bielsa, on va juste s'attaquer à tout, sauf
aux vrais responsables de ces débordements qui permettent, aux vrais responsables de ceux qui sont ceux qui permettent ou qui laissent ces débordements intervenir, faute d'assurer la sécurité dans les stades. Voilà pour la Colombie, c'était un petit peu lourd. Il y a des réunions qui sont prévues à la Dimayor ce lundi, donc certaines réponses, les sanctions, que va-t-on faire de ce stade, et peut-être d'autres réponses pourraient tomber dans la soirée au moment où on fait cette émission. Je vais surveiller et on fera, s'il y en a, on fera une petite mise à jour dans le prochain Lucarne américaine pour voir justement vers où ça va. On va rester en Âme Sud et on va passer à des choses quand même un petit peu plus sympathiques. On va parler de football un petit peu, ça va faire du bien. On va faire un retour sur les sur les quarts de finale des deux compétitions continentales que sont la Libertadores et la Sudamericana. Ils vont aussi dire que ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, c'est possible. C'est possible, Nostromo. Non, mais en fait, tu t'aperçois que dès qu'il s'agit de prendre des décisions ou d'assumer des responsabilités, ben, c'est comme partout pareil dans le monde, personne ne le fait et on finit par taper sur pas forcément les bonnes personnes dans cette histoire. Parce qu'on voit sur ces images-là, sur toutes les images qui sont passées, et c'est pas la première fois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes, très honnêtement. Je vous ai pas mis d'images plus proches et tout, mais comme le disait, je crois que c'était Rodolphe hein, qui parlait de cordes, les supporters de Junior n'étaient séparés de ceux de l'Atlético Nacional que par une ficelle. Voilà. Donc, bon. Voilà. Bref. Je le disais, on reste en Âme Sud. Quart de finale des deux compétitions continentales. On va commencer forcément par la plus belle des deux, la Libertadores. Et on va se faire un petit plaisir. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être pas vu. Et si vous l'avez pas vu, ben, c'est maintenant. On va revenir brièvement sur qui est qualifié. Vous avez vu, et vous étiez peut-être avec nous en direct dans la nuit de jeudi à vendredi, que Peñarol a éliminé Flamengo. Je ne vais pas mettre le recibimiento à la Rami. Je vais mettre ce qui s'est passé à la fin du match. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. Sinon, et si vous êtes sur la version podcast, je vous invite à venir sur YouTube. Voilà ce que c'est. On dit souvent, football es un sentimiento. Voilà, attention. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse déguster. Attention, así vendrá el zurdazo. Va el córner, va, viene el centro, el desvío, la última. ¡Acá! ¡Terminalo, la concha de tu madre! Gerson, que zurdo, coloca centro, segundo palo. No ¡Ya puede está! ser. Ahí está tomando de la Cruz. ¡Dale, puto! El centro para Rossi. ¡Bien! Esto se acaba. Señoras y señores, Rossi. ¡Ya está! Esto se termina. Va a pasar Peñarol. ¡Peñarol no va! 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 Será otra historia. Hoy Peñarol vuelve como los viejos tiempos, haciendo historia en el fútbol sudamericano. Elimina a Flamengo. Al igual que en sus páginas más gloriosas, Peñarol. Ouais, même le chien est heureux. El júbilo, el grito, los abrazos, el festejo interminable del público que confía en este equipo, en la garra, la entrega, en el carácter, que sostuvo el resultado. Dificilísimo por momentos, pero ahí está Peñarol, le equipo de raza. Voilà, et ça se termine par des larmes, vous voyez les émotions. Ça faisait 13 ans. Ça faisait 13 ans que Peñarol attendait de retrouver une demi-finale de Libertadores. Je vous mets le tableau final. Ça faisait 13 ans. L'Amérique du Sud, c'est vraiment un autre monde au niveau foot. Bonsoir à toi, 01 César. Je sais pas trop comment le prononcer. Voilà, c'est ce qu'on aime. Hein. Franchement, là, pour le coup, on est passé de... Nous aussi, hein, on se fait un ascenseur émotionnel, comme tu dis, Nostromo. Bref, voilà, tout ça pour dire, c'est aussi ça. Ça faisait 13 ans que Peñarol attendait de retrouver le dernier carré d'une compétition. Juste César, ok, ça marche. 13 ans qu'ils attendaient de retrouver le dernier carré d'une compétition. Il y a 13 ans, Peñarol était en finale de la Libertadores. Ça a donné l'un des plus beaux recibimientos de l'histoire, en tout cas de l'histoire récente des Libertadores. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais vu, à écrire recibimiento, comme ça se prononce, R-E-C-I-B-I-M-I-E-N-T-O.
Peñarol Santos 2011 et préparez-vous, mouillez-vous bien la nuque. Je peux pas vous le passer parce que sinon on va se prendre un strike de la CONMEBOL, mais vous allez mouillez-vous bien la nuque avant. C'était Santos en face, c'était comme on le dit toujours, le Santos de Neymar, celui de 2011 et Peñarol s'était incliné et l'entraîneur était déjà Diego Aguirre. Qui est revenu au club là, qui avait quitté le club le lendemain, au lendemain entre guillemets de cette finale de Libertadores et qui est revenu, lui qui est l'homme du titre de 87 avec un but inscrit à la dernière minute de la prolongation face à l'América de Cali. C'était le dernier titre de Peñarol, c'était en 87, ouais 87 puisque 88 c'est national. Et donc voilà, Peñarol est de retour et vous le voyez sur ce tableau, c'est aussi cela. C'est peut-être la seule chose qu'il va falloir retenir de ces demi-finales et de ces quarts de finale de Libertadores, c'est qu'il débouche sur des demi-finales avec 3 nationalités, des clubs issus de 3 nations. Ça faisait longtemps, ça faisait tellement longtemps que c'est la première fois depuis 2017 que ça ne s'était pas produit. Jusqu'ici, on avait toujours 3 Brésiliens et un autre. Voilà. Alors, vous le voyez, on a 2 demi-finales. D'un côté, Atlético Mineiro River Plate. De l'autre côté, Botafogo Peñarol. On va pas se mentir. Si on va sur les cotes, je pense qu'on est très très bien parti pour un Atlético Mineiro Botafogo. Sauf que Peñarol fait quand même un sacré parcours. Vient de sortir Flamengo, c'était un peu la bête noire de Flamengo, donc il y a aussi un petit peu ça. Ça va être très compliqué pour Peñarol de sortir Botafogo, mais match retour au Campeón del Siglo, donc en Uruguay, donc tout va se jouer à l'aller. Et pareil, match retour pour River, chez lui, au Monumental, avec une finale chez lui, au Monumental. Alors, comme le dit Nostromo, une finale River-Peñarol, ça serait vraiment chouette. Alors, très franchement, c'est pas pour faire de l'anti-Brésil, mais vraiment, pardon, c'est vrai qu'une finale River-Peñarol, remake de 66, ça serait quand même assez exceptionnel. Alors, pourquoi je dis que ça serait assez exceptionnel et je le disais, en 2017, c'était la première année où la Copa Libertadores était devenue la CONMEBOL Libertadores. Merci pour les beats, Philippe, 1981. 2017, c'était la première année où la Libertadores était devenue la CONMEBOL Libertadores, et c'est quand même Grêmio qui s'était imposé. Et depuis, là, on sort de 3 des 4 dernières finales étaient 100% brésiliennes. 3 des 4 demi-finalistes étaient brésiliennes. Le Brésil a remporté 6 des 7 dernières Libertadores. Voilà. On sait que les Brésiliens restent favoris, on sait qu'un club comme Botafogo reste favori. L'Atlético Mineiro va être très très dur, mais bon, voilà, à l'image de cette famille, les émotions, et ben on savoure parce que on a un petit peu de changement. Ça ne donnera peut-être une finale Atlético Mineiro Botafogo, mais au moins on aura vécu ça. Ça, c'est pour la Libertadores. Il y a aussi la Sudamericana. Alors là, la Sudamericana, on est bipolaire. On est sur du Argentine-Brésil. On a deux demi-finales Argentine-Brésil. D'un côté du tableau, on retrouve Racing qui va affronter le Corinthians. Racing qui a cartonné face à l'Atlético Paranaense de Lucho González. 4-1 au retour. Il y avait 3-0 à la mi-temps. J'ai pas été la chercher, mais il y avait une vidéo assez rigolote sortie par les médias argentins. Ils aiment bien interroger des supporters avant le match. Et il y avait un supporter qui avait les 3 premiers buteurs dans l'ordre pour Racing avant le match. Le mec, j'espère qu'il les a joués. Les 4 dernières Libertadores ont été remportées par les Brésiliens. C'est le bon moment pour casser cette hégémonie. Espérons. Après, c'est voilà, vraiment. Et pour le coup, si on revient un petit peu rapidement sur la Libertadores, Botafogo a dominé 3 des 4 mi-temps face à Sao Paulo. L'Atlético Mineiro a totalement dominé Fluminense lors du match retour notamment. Et ça reste des équipes quand même très 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 fortes, très très impressionnantes, avec des gros effectifs. Je vous invite, si vous voulez, si vous ne l'avez pas fait, il y a les comptes rendus des quarts de finale de la Libertadores qui a été publié sur Hello ce lundi. Donc je vous invite à aller les lire. Je mettrai le lien dans la description. Bref, Sudamericana, je le disais, Racing qui a éliminé l'Atlético Paranaense, 4-1 au retour, et qui affrontera, c'est une surprise pour le coup, qui affrontera le Corinthians. Un Corinthians avec forcément Memphis Depay. Donc tout le monde se dit, ah bah oui, avec Memphis Depay, oui, sauf que le Corinthians est à la rue totale en championnat. Ils sont relégables à l'heure où on se parle, comme Fluminense d'ailleurs. Et alors que Fortaleza est dans le top 4 et joue le titre très clairement. Fortaleza, ça va un petit peu moins bien ces derniers temps. Fortaleza, c'était le finaliste de la Sudamericana l'année dernière. Et le Corinthians, clairement, n'a pas fait de détails parce que 2-0 à l'aller, 3-0 au retour. Voilà. Donc, c'est assez particulier parce que
Parce qu'on pourrait s'attendre aussi à ce que Corinthians lâche au bout d'un moment cette compétition parce qu'il va falloir se sauver en Serie A. Mais non, ça avance et ils sont toujours là. Comment c'est possible que Fluminense soit dans la zone rouge? Tout le début de saison avec Diniz a été cataclysmique à leur ami et ça ne va pas forcément beaucoup mieux. Voilà, si tu n'enchaînes pas de série, et c'est aussi le problème de Corinthians, tu restes accroché en bas. D'ailleurs, Corinthians va lutter avec Fluminense et avec l'Atlético Paranaense que vous voyez éliminé. On aurait très bien pu avoir un Corinthians Atlético Paranaense qui aurait opposé deux équipes qui jouent leur survie en Serie A brésilienne. Bref, ça c'est la demi-finale d'un côté. Et de l'autre côté, on a Cruzeiro, celui qui a sorti Boca, qui s'est tranquillement, qui a géré tranquillement face à Libertad, les Paraguayens de Libertad, pour arriver en demi-finale, et qui va affronter Lanús qui a fait tomber le tenant du titre, la Liga de Quito, en huitième de finale, qui s'est sorti à l'arrache du DIM en quart de finale, et qui donc arrive en demi-finale. C'est pas la demi-finale la plus funky sur le papier. Pourquoi? Surtout parce que Lanús, et ça parlera aux amateurs, aux habitués de football argentin, c'est Ricardo Zielinski l'entraîneur, donc ça veut dire que c'est une équipe qui fait surtout déjouer avant de proposer du jeu, mais Lanús est en demi-finale. Et d'ailleurs, allez, petite stat amusante par rapport à cette Sudamericana et par rapport à la présence de Lanús, sachez que le Granate, surnom du club, n'a pas gagné un seul match, toute compétition confondue, depuis la victoire 3-1 face à la LDU en huitième de finale. C'était le 22 août. Ça fait donc un mois que Lanús ne gagne pas un match. 6 matchs disputés depuis. Donc voilà. Alors là aussi, on pourrait très bien avoir un Corinthians Cruzeiro en finale. On pourrait très bien avoir deux finales 100% brésiliennes. Mais qui sait? Oui, c'est long aussi. C'est long. Lanús, leur spécialité, c'est endormir tout le monde. C'est un petit peu le principe des équipes de Ricardo Zielinski. Bref, tout ça pour dire, les demi-finales à partir du 23 octobre, c'est encore loin, c'est dans un mois. Il va encore se passer plein de choses. Memphis Depay a le temps de découvrir que ça va être compliqué pour qu'on le paye aux Corinthians. Et plein de choses comme ça va très très vite. On verra. Mais donc, les demi-finales en Libertadores, Atlético Mineiro River, Botafogo Peñarol, en Sudamericana, Corinthians Racing et Cruzeiro contre Lanús. Voilà pour l'Amérique du Sud. On va boucler la partie news de l'Amérique du Sud là-dessus. On va aller au nord parce que cette semaine au nord, et vous allez voir que ça va se mondialiser du coup, parce que cette semaine, la FIFA a dévoilé les 12 stades qui vont accueillir sa magnifique, sa fantastique, son exceptionnel, sa grande, je sais pas, choisissez le mot le plus dithyrambique possible que vous allez trouver, compétition, la prochaine Coupe du Monde des clubs de 2025, cette compétition, imaginez, et que l'on peut voir dans un autre sens, puisqu'elle va se tenir aux États-Unis. Une compétition qui a l'air de vouloir remplacer ce qui autrefois s'appelait la Coupe des Confédérations, qui servait de répétition générale à un an des Coupes du Monde. Si c'est le cas, ça en dit long quand même sur la place du football des nations par rapport aux compétitions de clubs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, tout ça pour dire, vous le voyez dans cette news, dans cette capture d'écran, bonsoir à Kolo Gotmoini, dans cette capture d'écran, vous le voyez, 12 stades ont été retenus. Je vais vous montrer où sont placés ces stades-là. Je vais vous le dire concrètement. Vous voyez qu'il y en a 10 qui sont essentiellement sur la zone est des États-Unis, du New Jersey jusqu'à Miami. Et il y en a 2 qui sont perdus totalement sur la côte ouest. C'est Seattle et c'est le Rose Bowl de Pasadena, donc du côté de Los Angeles. Ce que l'on sait déjà, et on le sait par l'entraîneur des Seattle Sounders, Brian Schmetzer, qui l'a dit ce week-end, c'est que Seattle va jouer ses 3 matchs de la phase de groupe à domicile. Voilà, donc il jouera chez lui sa phase de groupe. Je vais revenir dans un instant sur le format. D'ailleurs, justement, on va l'expliquer un petit peu, ce format. Ouais, le Rose Bowl. Ils vont faire un show à la mi-temps comme au Super Bowl. Peut-être, je sais pas. Attends, tu vas voir, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde des clubs. Cette Coupe du Monde des clubs va accueillir 32 équipes. Je vais vous montrer les qualifiés que l'on connaît dans quelques instants. Il y a 63 matchs sur 29 jours. Ça, c'est ce qu'indique la FIFA. La compétition fait beaucoup parler. Le format, les 32 équipes vont être réparties en 8 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale et ensuite ça se joue sur un match sec jusqu'à la finale. On a le tirage qui est prévu au mois de décembre.
Il y a aussi la Gold Cup en 2025. Oui, c'est fort probable, Al-Rami. Il y a beaucoup d'autres choses en 2025. Il va y avoir des problèmes de calendrier pour certaines équipes, notamment les équipes de MLS, par exemple, qui seront présentes. Il y en a quelques-unes, il y en aura 2, parce que ils vont avoir la MLS, il va y avoir la Gold Cup pour certains de leurs joueurs et il va y avoir la Leagues Cup qui va démarrer au mois d'août. Donc le calendrier de l'été va être très, très chargé. Tout converge vers une annulation de la Coupe du monde des clubs. On va en parler justement dans un instant, c'est parce que là, c'est là que c'est drôle. On va essayer quand même de faire un petit peu le point sur l'ensemble de ces qualifiés. Donc vous voyez qu'ils ont dévoilé un logo. Je vous laisse juge de la qualité de ce logo ou pas. Hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Les qualifiés, pour l'instant, on en connaît 30 sur les 32. Pour l'Océanie, ça sera la victime expiatoire habituelle Auckland. Concrètement, il y a eu une édition de la dernière de l'OFC Champions League qui ne s'est pas jouée, c'est 2021 pour faute de Covid. Et ils ont pris le meilleur sur les 4 dernières années. En fait, bon, Auckland a gagné les 3 dernières, hein, donc voilà. Auckland City pour l'Océanie. Du côté de l'Asie, 3 équipes qui ont gagné l'Asian Champions League. Al Hilal, Urawa et Al Ain, et un qui n'a pas gagné, mais qui est l'équipe la mieux classée au classement des clubs de la Confédération asiatique. Ce sont les Sud-Coréens d'Ulsan. Ils ont mis à l'Est pour l'audience en Europe. Très, très, très clair. Je crois que ça a été l'un des arguments, d'ailleurs. Mais oui, clairement. Par contre, les matchs qui vont se jouer sur la côte ouest, bon courage. Hein. Bref. Ça, c'est pour les qualifiés pour l'Asie. Les qualifiés pour la zone Afrique, les voici. Vous avez 2 vainqueurs seulement parce qu'il y en a un qui en a gagné beaucoup. DC1, c'est Al Ahly qui en a gagné 3 sur les 4 dernières. Donc Al Ahly et le WAC sont qualifiés en tant que vainqueurs de la C1 africaine. Et ils sont rejoints par les 2 meilleures équipes au ranking, l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns. Ça, c'est pour l'Afrique. Et il y a bien évidemment la CONCACAF. La CONCACAF avec les vainqueurs de la Conca Champions, que sont Léon, les Rayados, Pachuca et Seattle, et ils seront rejoints par le vainqueur du pays hôte, le vainqueur du championnat du pays hôte, donc celui qui va remporter la MLS d'ici la fin de l'année. Voilà. C'est encore ouvert, il y a beaucoup de candidats. Il reste des Européens, bien sûr. Les Européens sont 12, eux. On les connaît. Sur les 12 Européens, il n'y en a que 3 qui ont gagné l'Inter Messi. On verra. Il n'y en a que 3 qui ont gagné la Champions League. Ces 3, ce sont Chelsea, City et le Real. Les autres, c'est au ranking, au classement des clubs en UEFA, tout en sachant qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 clubs d'une seule et même fédération. Ce qui fait que vous avez le Bayern, le PSG, l'Inter, Porto et Benfica, Dortmund, la Juve, l'Atlético de Madrid et Red Bull Salzbourg qui vient là-dedans. Bon, voilà. 12 clubs européens. Bref. C'est comme cela. Et du côté de la CONMEBOL, donc je le disais, il manque un membre de la CONCACAF, vous le voyez, c'est le champion MLS, et il manque un membre pour la CONMEBOL. Pour l'instant, qualifié en tant que vainqueur de la Libertadores, les 3 Brésiliens, Palmeiras, Flamengo et Fluminense, et 2 équipes, les 2 premières au classement des clubs de l'Amérique du Sud, que sont River et Boca Juniors. Si jamais River, qui est toujours en course en Libertadores, venait à remporter la Libertadores cette année, ça ouvrirait une dernière place. Cette dernière place serait, parce qu'elle normalement elle est réservée pour le point d'interrogation que vous avez sur l'image, c'est pour le vainqueur de la Libertadores 2024. Donc ça peut être l'Atlético Mineiro, Botafogo, Peñarol ou River. Si jamais c'est River, alors ce point d'interrogation sera occupé par le club paraguayen d'Olimpia. Voilà, en gros, pour savoir quels sont les clubs qui vont se battre pour cette compétition. Vous voyez un petit peu leur répartition géographique des premiers qualifiés. Oui, il y a 12 Européens, mais bon, ça, c'est pas le plus grand problème qui se pose pour l'instant à la FIFA. Je vous rappelle que la compétition est prévue, et l'ami Gianni insiste beaucoup, du 15 juin au 13 juillet 2025. Mais pour l'instant, ça ne fait que grogner. Vous vous souvenez de la sortie de Carlo Ancelotti qui a dit que, en gros, il n'avait pas envie. Bon, il a été rappelé un peu à l'ordre par son club qui lui a dit bonhomme, attention quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, même s'il n'y a pas de nouvelles annonces depuis. Il y a une rumeur, quelque chose qui avait été dit au départ, mais c'est toujours pas confirmé, qui était que les clubs vont se partager un pactole de 2 milliards d'euros. En gros, les clubs, en se qualifiant, gagnent 50 millions d'euros, et le vainqueur peut gagner jusqu'à 100 millions d'euros.
Ça, c'est ce qui avait été annoncé sur le papier. Et pour le coup, tu te dis, bah, à 50 millions d'euros, quand tu t'appelles River, même Ulsan, hein, on en parlait en live l'autre soir, quand tu t'appelles Ulsan, t'es content, 50 millions d'euros, tu rachètes la K-League. Hein. Bref, sauf qu'il y a un petit souci, indépendamment du fait que les joueurs qui grognent, qu'il y ait des joueurs qui grognent, 2 milliards dont 2 euros pour Auckland, mais non, mais tu vois, par exemple, c'est 50 millions à chaque participant. Donc 50 millions pour Auckland, c'est monstrueux. Hein. Auckland est un club semi-professionnel. Hein. Je rappelle que les seules équipes professionnelles en Nouvelle-Zélande jouent en A-League australienne. Bref, tout ça pour dire que ça grogne parce que, et ça a été évoqué un petit peu dans le chat, bah, la FIFA n'a toujours pas de diffuseur pour sa compétition. Il y avait eu des négociations qui avaient été ouvertes par Apple, notamment, pour l'Amérique du Nord, Apple avait proposé 1 milliard de dollars pour justement pour la diffusion, sauf que la FIFA voulait 4 fois plus. Voilà, ça correspondait à peu près au quart de ce que voulait la FIFA en droit. Personne pour l'instant ne s'est intéressé à la compétition. Aucun diffuseur international n'est dessus. Ouais, c'est énorme, 1 milliard. Personne n'est dessus. Personne ne semble intéressé. Et la FIFA a organisé une réunion de crise il y a une dizaine de jours, hein, le 19 septembre. On n'a rien eu. Et l'autre problème qui se pose, c'est que la FIFA ne semble pas avoir trouvé de sponsor à sa compétition. Vous voyez que sur toutes les annonces qui ont été faites, il n'y a aucun sponsor qui apparaît. Les annonces des stades, il n'y a pas de sponsor, rien. Ils n'ont pour l'instant pas trouvé, ils n'ont, semble-t-il, pas trouvé ni sponsor ni diffuseur, ce qui va quand même poser un petit problème. Surtout si tu veux mettre un prize money de 2 milliards, enfin un prize pool à se partager plutôt de 2 milliards d'euros. Bon, c'est pas que la FIFA les a pas forcément, mais voilà. Pour l'instant, Gianni pousse, appuie sur cela. Elle veut affirmer sa domination mondiale sur la compétition, peut-être, mais pour l'instant, personne ne semble intéressé. Certains clubs ne semblent pas intéressés, et il est sûr que si la prime promise n'est plus celle qui avait été annoncée au départ, il y en a peut-être qui vont faire marche arrière. Et marche arrière, c'est la transition parce qu'on va en profiter, parce que on parle de la Coupe du Monde des clubs. Vous vous rappelez que la Coupe du Monde des clubs, c'est tous les ans, machin, c'est ce qui avait remplacé la Coupe intercontinentale, la fameuse Coupe intercontinentale. Ça a remplacé à partir des années 2000. Sauf que la FIFA n'a pas arrêté l'idée de la Coupe intercontinentale. Et la Coupe intercontinentale, elle se joue tous les ans. Et ça, c'est l'autre scandale du moment. Et vous le savez peut-être pas, je ne sais pas. La Coupe intercontinentale 2024 se déroule et a déjà commencé. Elle a commencé il y a une dizaine de jours. Pourquoi elle a déjà commencé il y a une dizaine de jours? Parce que la FIFA a décidé de changer le format de sa Coupe intercontinentale. Alors, on se souvient qu'à l'époque, l'intercontinentale, au tout départ, n'opposait que le vainqueur de la C1 européenne au vainqueur de la Libertadores. Ensuite, il y a eu une pseudo-ouverture avec l'Afrique, avec le champion d'Afrique, le champion d'Asie, le champion d'Océanie. Et voilà. Il y avait un système qui était, et le champion d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Il y avait un système qui était plus ou moins contestable, où tout le monde n'affrontait pas tout le monde, et voilà. Mais vous aviez par exemple le vainqueur européen qui arrivait en demi-finale, comme le vainqueur de la Champions League européenne, et les autres s'éliminaient un petit peu avant pour avoir arrivé en demi-finale. Et donc la FIFA a décidé que sa Coupe du Monde des clubs, qui avait remplacé l'Intercontinental, que l'Intercontinental allait revenir. Et l'Intercontinental, donc, je le disais, elle a démarré. Et regardez-moi le format qu'ils nous ont trouvé. Il est absolument magnifique. Ils ont créé un petit peu, on va dire, 3 compétitions pour avoir la chance de pouvoir croiser le champion d'Europe. Voilà, concrètement, le Graal de cette intercontinentale, c'est de pouvoir affronter le Real Madrid. Et je le disais, elle a déjà commencé, parce qu'ils ont donc divisé par plusieurs zones. Ils ont fait ce qu'ils appellent une African Asian Pacific Cup. Donc, en gros, on met tout le monde, on met l'Asie, l'Océanie, l'Afrique ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, et c'était la semaine dernière, à l'heure où on enregistre, Al Ain, le champion d'Asie, a affronté Auckland City, le champion d'Océanie, victoire 6-2. Et donc, Al Ain, fin octobre, ira jouer contre Al Ahly au Caire. Le vainqueur de ce match-là se qualifiera pour ce qu'ils appellent maintenant la Challenger Cup. Ça vous donne aussi le niveau du truc. Et la Challenger Cup va donc opposer le vainqueur d'Al Ain à Al Ahly à celui qui va gagner ce qu'ils appellent le Derby des Amériques. Et le Derby des Amériques, c'est donc le vainqueur de la Conca Champions face au vainqueur de la Libertadores que l'on ne connaît pas encore. Et comme on ne le connaît pas encore, forcément, ce Derby des Amériques, il va avoir lieu un petit peu plus tard. Et là où, par exemple,
La finale de leur trophée Afrique-Asie Océanie se joue au Caire entre Al Ahly et Al Ain. Le derby des Amériques, lui, va se jouer à Doha. À Doha, le 11 décembre. Donc le 11 décembre, Pachuca est le vainqueur de la Libertadores, qui aura été élu le 30 novembre, qui aura joué un match de championnat normalement 3 jours auparavant. Le 11 novembre, ces deux équipes s'affrontent à Doha. Le vainqueur de ce match-là affrontera le vainqueur d'Al Ahly Al Ain le 14 décembre, 3 jours plus tard. Et donc, le vainqueur de cette Challenger Cup affrontera le Real, qui arrivera tranquillement pour ne disputer qu'un seul match, le 18, face à un adversaire qui, s'il vient des Amériques, aura donc dans les pattes son 3e match de la compétition en une semaine, après avoir joué un match de championnat quelques jours avant. On peut donc bien me dire 4 matchs en 10 jours. Tout va bien, c'est parfait. Pourquoi Doha? C'est pour l'écologie, probablement. C'est sur terrain neutre. Sur terrain neutre. Voilà. Pourquoi c'est sur terrain neutre, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Donc concrètement, le Real Madrid va pouvoir arriver tranquillement en tongue le 18 décembre, passer les fêtes au Qatar. Alors pourquoi à Doha? Alors ça va tomber avec l'anniversaire à l'Intercontinental, ça tombe avec l'anniversaire de la dernière Coupe du Monde. Le 18 décembre, ça vous rappelle peut-être que le 18 décembre 2022, c'était la finale de Coupe du Monde. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que vous voyez ce qu'ils ont fait de l'Intercontinental. Sachez que cette histoire n'est pas éphémère, n'est pas en attendant la Coupe du Monde des clubs. La FIFA précise bien que c'est une nouvelle compétition annuelle. Voilà, donc tous les ans, on aura droit à cette catastrophe absolue. Très honnêtement, moi je l'avais annoncé sur Twitter, on ne la suivra pas. C'est un scandale, une telle compétition. On espère que les Américains, notamment, vont la boycotter ou envoyer des équipes Z. Je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'il y aura un peu d'argent au bout. On vous invite en tout cas, vous tous, à la boycotter totalement. Je ne sais même pas s'ils ont un diffuseur, mais c'est un pur scandale. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. De l'Intercontinental, il y avait bien d'autres choses à faire. Et donc voilà, tous les 4 ans, je pense que ça sera la Coupe du Monde des... Enfin, je pense pas. Tous les 4 ans, ça sera la Coupe du Monde des clubs de juin, qui aura lieu tous les 4 ans, qui remplace donc plus ou moins la Coupe des Confédérations à l'époque, qui opposait les 6 champions des confédérations en termes de nations. Et donc celle-là, on va y avoir droit à cette pseudo-intercontinentale. On y aura droit tous les ans, donc, et vous l'avez vu, tous les ans, de septembre à décembre, avec un rythme totalement dingue à la fin.